Bonjour et bienvenue au Parloir, un balado sur l'histoire du Québec. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu la chance de combiner deux de mes passions, l'histoire et la littérature. J'ai été surprise d'apprendre que le roman d'aventure constitue un des premiers genres littéraires au Québec et je me suis entretenue avec l'historienne et bibliothécaire Nathalie Ducharme pour en savoir plus. Pour mener cette entrevue, je me suis basée sur son livre intitulé Le roman d'aventure au Québec de 1837 à 1900, publié aux presses de l'Université Laval, un ouvrage écrit d'une main de maître qui ouvre une fenêtre sur notre passé via le monde de l'imaginaire. Bonne écoute. Bonjour, Madame Ducharme, et merci d'être avec nous aujourd'hui au Parloir. Bonjour, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect de l'histoire qui est un peu moins souvent abordé. On va sortir de la politique, des conflits, des lois, et on va parler de littérature, plus précisément du roman d'aventure de 1837 à 1900, selon un de vos livres que vous avez écrit sur le sujet, Madame Ducharme. Au début de ce livre, vous dites que l'histoire du Québec est dominée par l'esprit d'aventure. C'est une belle déclaration, mais à quelles aventures faites-vous allusion? Alors, pour définir l'aventure, c'est un événement inattendu dont l'issue est incertaine. Dans la littérature, quand on parle d'aventure, on parle souvent d'un événement inopiné qui permet en quelque sorte à l'individu de se dépasser et qui l'amène dans deux directions, soit le succès, soit la mort. Alors, dans l'histoire du Québec, l'aventure, c'est plus un esprit de grande entreprise qui nous a définis depuis vraiment le début de la colonisation. Mettons-nous dans la peau de ces personnes qui sont parties de France en laissant tout derrière elles pour s'embarquer sur des navires plus ou moins sécuritaires, traverser l'Atlantique pendant des semaines, arriver dans un pays complètement inconnu, faire face à l'hiver, aux animaux sauvages, aux rencontres avec les Autochtones, bâtir, créer une civilisation, tout ça avec le peu de moyens, avec leurs connaissances, ça c'était une grande aventure en partant. Ensuite, il y a eu d'autres aventures, une aventure exaltée et tragique qui a été la rébellion de 1837. L'aventure aussi de l'émigration aux États-Unis pour aller travailler dans les usines de la Nouvelle-Angleterre. Il y a eu aussi l'enrôlement dans des guerres, la guerre civile américaine, la guerre des Boers. Toutes ces micro-aventures aussi qui ont consisté à aller chercher de l'or au Klondike. Donc, on peut dire vraiment que les Québécois sont des gens entreprenants. Et ils ont aimé les voyages. Donc, cette image-là du Québécois attaché à sa terre, qui n'évolue pas, c'est un peu une fausse idée. Et ces aventures-là, il faut le rappeler, ont été faites parfois avec le soutien du clergé, dans le cas de la colonisation, par exemple, du nord du Québec au 20e siècle, mais aussi parfois aussi à l'encontre du clergé, qu'on pense à l'immigration vers les États-Unis. Et donc, cette aventure-là n'est pas toujours aussi noble. Parfois, elle est motivée par l'argent, la quête de la richesse, mais majoritairement par un désir d'améliorer son sort. Et donc, en effet, toutes ces aventures-là, ça a inspiré des gens à prendre la plume et à mettre ça sur papier. Et vous dites que les premiers romans parus au Québec, c'était des romans d'aventure. Mais puisqu'ils n'ont pas vraiment survécu jusque dans la postérité jusqu'à aujourd'hui, pouvez-vous nous parler de ces premiers ouvrages?
Oui, bien en fait, plusieurs ont survécu jusqu'à aujourd'hui. On compte des rééditions actuelles. Vous pouvez aller dans une librairie trouver aujourd'hui l'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé. Vous pouvez trouver parfois aussi des anthologies comme les meilleurs romans québécois du 19e siècle, édités par Aurélien Aubin, qui permet de lire des extraits ou des romans complets du 19e siècle. Mais replongeons-nous en 1837. Deux romans paraissent à ce moment-là qui amorcent le courant de la littérature romanesque au Québec, courant qui n'est pas très développé au 19e siècle. On parle avant tout peut-être d'une centaine de romans pour tout le siècle, ce qui n'a rien à voir avec la production littéraire d'aujourd'hui. Bref, en 1837, le jeune François Réal d'Angers publie Les révélations du crime ou Cambrai et ses complices. François Réal-Angers est un jeune étudiant avocat qui veut être admis au barreau et son travail consiste à produire un texte substantiel et lui, il va interroger un criminel du nom de Waterworth qui faisait partie d'une bande, la bande à Chambers. Dans les années 1830 à Québec, il y avait un gang de criminels qui semait la terreur. C'était des gens qui se livraient à des invasions de domicile, qui tuaient, qui volaient, qui violaient parfois. Et les gens en avaient une grande peur. Dans les journaux, on sentait une panique généralisée par rapport à ces crimes-là. Finalement, ils ont été arrêtés. On a découvert que ce fameux Chambers était un notable tout à fait respectable, donc qui menait une double vie. Homme d'affaires prospère de jour, criminel sadique la nuit. Et François Réal-Langer, en essayant d'aller interroger ce Waterworth-là, qui était en quelque sorte le dénonciateur du gang, a couché par écrit ses rencontres avec lui et a produit ce qu'il croyait, lui, être une chronique, donc les révélations du crime. Mais en lisant le livre, on s'aperçoit qu'il y a une mise en intrigue qui le rapproche beaucoup du roman. Alors, il y a des effets romanesques, il y a des dialogues, il y a des effets de suspense. Que va-t-il arriver? Il y a des scènes empreintes d'un certain lyrisme, des événements tout à fait hors du commun qui font en sorte qu'on est devant ce qu'on pourrait appeler le début d'une littérature de crime. Bon, c'est pas vraiment un roman policier, au sens où c'est pas une enquête là, à la Hercule Poirot, mais il y a des éléments criminels, il y a une intrigue, il y a un suspense qui fait en sorte qu'on est plus dans le roman que dans le documentaire. Et quelques mois plus tard, on a le jeune Philippe Aubert de Gaspé qui publie L'influence d'un livre. Philippe Aubert de Gaspé est le fils du seigneur du même nom, Philippe Aubert de Gaspé, qui est le seigneur de Port-Joli, notable également, administrateur. Lui, c'est un jeune homme qui représente l'archétype de l'écrivain maudit, si on peut dire. Au début, tout lui est prometteur. Il est journaliste, il est sténographe. Alors, à un moment donné, dans la fougue de sa jeunesse, il a une altercation avec un député anglophone. Ça lui vaut 1 mois de prison. Et en sortant de prison, il décide de se venger en faisant une petite farce qui tourne mal. Il va jeter une bombe puante dans la chambre de l'Assemblée. Alors, pourchassé par la justice, il court se réfugier chez son père à Port-Joli. Et là, durant les mois qui suivent, avec l'aide de son père d'ailleurs, il se plonge dans l'imaginaire des contes et légendes et il écrit L'influence d'un livre qui est un court roman qui raconte l'histoire de Charles Amand. Charles Amand est un alchimiste qui a une obsession, c'est faire de l'argent. Il est pauvre, il est méprisé par son entourage. Alors, pour faire de l'argent, il décide de chercher un trésor et pour ce faire, il a besoin d'un objet magique, une main de gloire. Alors, une main de gloire, c'est une chandelle faite avec la graisse d'un pendu. Et il se procure finalement un bras du dit pendu qui est un meurtrier du nom de Lepage qui est condamné à mort. Et le roman est l'occasion de faire des mises en intrigue aussi, de créer par exemple la scène de l'assassinat de la victime de Lepage dans le genre gothique. Donc on a du sang, on a la nuit, des éclairs, des orages, des apparitions fantomatiques, la folie nous guette. Et Charles Amand finit non pas par trouver un trésor, mais par trouver à un moment donné une petite caissette d'argent après avoir été pris en otage.
par des contrebandiers et forcés de travailler. Il représente un peu pour Aubert de Gaspé le rêve d'une vie meilleure que tout individu recherche et lui, ce rêve-là lui a été refusé. Donc, il a publié son roman, il n'a pas reçu une très bonne critique. Il n'en a pas publié d'autres. Il a terminé ses jours dans la misère à Halifax. Donc, comme je disais, l'exemple typique de l'écrivain damné. Mais son roman est toujours d'actualité parce qu'il a été réédité par l'abbé Casgrain plus tard au 19e siècle. Donc, ce sont deux romans quand même qui font date et qui ont été suivis par plusieurs autres. Les fiancés de 1812 de Joseph Doutre, La fille du brigand de Eugène Lécuyer, des romans dans une phase gothique de folie, fantôme, orage. C'était très représentatif de ce climat du début du 19e siècle où on était avec la domination britannique. Il y avait de la criminalité un peu, on avait peur, il y avait les rébellions, la situation était incertaine et ça a créé un peu ce climat littéraire sombre et glauque. Est-ce que le lecteur contemporain serait capable d'apprécier ces romans-là? Est-ce que le français est accessible? Est-ce qu'on comprendrait bien qu'est-ce qui est écrit? Absolument, absolument. Le langage du 19e siècle est tout à fait lisible pour les gens d'aujourd'hui. Il y a eu quelques rééditions qui nous permettent de lire. Je connais des gens d'ailleurs qui se mettent à en lire et qui apprécient beaucoup. Ça peut être palpitant. C'est sûr que pour le lecteur contemporain, il faut se replonger dans l'esprit du 19e siècle, donc une certaine morale bourgeoise où tout est blanc ou noir, une lecture parfois un peu ampoulée, mais sinon, oui, c'est tout à fait lisible et c'est même intéressant et agréable à lire. Dans vos écrits, vous dites que les historiens littéraires étudient l'imaginaire des auteurs. Qu'est-ce que vous entendez par étudier l'imaginaire? Quand on étudie l'histoire littéraire, on peut on peut employer la voie de la condition de production, donc étudier les auteurs en tant que tels, les éditeurs, les imprimeurs, le lectorat, la publication, mais on peut aussi s'intéresser à la façon dont la société est représentée dans les textes. Et c'est ce qui m'intéressait le plus dans mes travaux, c'était de voir comment la société est abordée et jugée par les auteurs ou comment leurs influences littéraires jouent un rôle important dans la création de leur imaginaire et comment leur vie privée aussi a de l'importance. Les auteurs de romans d'aventure, ce sont en grande majorité de jeunes hommes. J'ai trouvé une femme au 19e siècle, Adèle Bibeau. Il y en aura une plus tard au tournant du 20e, Emma Lacerte. Mais sinon, ce sont de jeunes hommes qui sont formés pour les professions libérales, donc notaires, avocats, médecins, pas très riches, parce que les professions libérales, en ce début du 20e siècle, étaient saturées. Il n'y avait pas moyen de faire beaucoup d'argent au début. Donc, de jeunes hommes qui avaient des rêves, mais parfois ne pouvaient pas les réaliser. Certains sont restés célibataires toute leur vie, ne pouvant pas avoir les moyens de faire vivre une épouse. Certains ont échoué dans la production littéraire, donc se sont tournés vers la profession libérale, ont vivoté un peu. Donc, c'est intéressant de voir comment ils ont projeté leur vie et leur expérience dans la littérature. Le roman d'aventure est essentiellement au Québec, contrairement, par exemple, aux Trois Mousquetaires ou au Tour du monde en 80 jours, qui sont des univers très masculins, dominés par la guerre, l'armée. Les romans québécois ont toujours une femme, une amoureuse, que le jeune héros veut conquérir, mais il y a toujours l'obstacle des méchants, les beaux-parents hostiles ou les vilains anglais qui veulent les empêcher de convoler en juste noces. Et cet amour-là contrarié représente un peu la vision qu'avaient ces jeunes auteurs-là de la difficulté qu'il y a d'être en couple en ce début de siècle et de pouvoir se marier selon ses goûts, ses inclinations. Mm-hmm. Au 19e siècle, vous dites aussi que quelques personnages populaires sont nés de livres d'aventure, comme par exemple Picounoc, Pierre Saint-Luc ou le Chevalier de Mornac.
mais malheureusement, ces personnages-là n'ont pas vraiment atteint la postérité comme d'autres personnages européens tels que Sherlock Holmes. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? C'est une question intéressante parce que ça nous fait prendre conscience que le succès littéraire n'est pas du tout une garantie de pérennité littéraire. C'est pas parce qu'on a un énorme succès de publication ou d'édition, ce qui n'était pas le cas pour plusieurs auteurs québécois du 19e siècle. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de Philippe Aubert de Gaspé, mais il y a quand même eu des auteurs qui ont eu du succès actuel, par exemple, Joseph Marmette, Pamphile Lemay a eu du succès. Un roman tout à fait oublié aujourd'hui, Les Mystères de Montréal, d'Auguste Fortier, paru à la toute fin du siècle, a tiré quand même à 10 000 exemplaires. Aujourd'hui, il y a très peu d'auteurs québécois qui tirent à 10 000 exemplaires de nos jours. Et donc, c'est des auteurs dont on se souvient à peine aujourd'hui, sinon pas du tout, qui sont pas toujours édités. Parfois même, les livres ne sont pas du tout édités, point. C'est des feuilletons publiés dans les journaux qu'on ne peut pas retrouver aujourd'hui à part dans les bibliothèques, à la Bibliothèque nationale. Il y a d'autres raisons qui sont importantes aussi pour mesurer la pérennité d'un héros. Il faut, premièrement, qu'il y ait une qualité intrinsèque de l'œuvre. Que ce soit Sherlock Holmes ou d'Artagnan, les œuvres d'Alexandre Dumas sont des œuvres d'auteurs expérimentés, de talent, qui ont eu une carrière prolongée. Chez nos auteurs québécois, comme je le disais, il n'y a pas eu nécessairement de carrière prolongée. Et même chez ceux qui ont eu quand même une carrière littéraire, comme Joseph Marmette, comme Pamphile Lemay, qui ont fait de la poésie aussi, il n'y a pas eu une qualité extraordinaire d'écriture qui se mesurait avantageusement avec ce que les Québécois pouvaient lire, parce que les Québécois pouvaient lire aussi Jules Verne, Alexandre Dumas, Eugène Sue. Eugène Sue est un exemple d'auteur français qui a eu un gigantesque succès de son vivant avec Les Mystères de Paris, qui a eu beaucoup d'imitations, beaucoup de rééditions, mais qui aujourd'hui est à peine connu, sinon par les historiens du littéraire, justement. Alors donc, pas de qualité littéraire extraordinaire, il faut l'admettre, aussi de faibles moyens de diffusion, parce que la littérature au 19e siècle est émergente, donc n'est pas beaucoup constituée pas du tout constituée en industrie comme on le connaît aujourd'hui. Alors, peu de librairies, peu d'éditeurs, quelques imprimeurs. Juste pour vous donner un exemple, Philippe Aubert de Gaspé n'a pas eu d'éditeur immédiat. Il a dû publier son livre, L'influence d'un livre, par souscription, c'est-à-dire par promesse d'achat, pour réussir à avoir le montant nécessaire pour faire imprimer son livre. Donc, face à ces conditions-là, c'est difficile. Bon, on ne peut pas exporter beaucoup les livres, on ne peut pas les faire lire beaucoup, quoiqu'il y avait des lecteurs au Québec. Au début, beaucoup plus dans les classes aisées, mais ensuite, à la fin du siècle, avec l'arrivée des journaux comme La Presse, il y a eu des romans feuilletons et là, toutes les couches de la population pouvaient avoir accès à la littérature, mais donc une faible diffusion. Et aussi, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger chez des personnages de romans, c'est la profondeur du mythe. Alors, pour reprendre Joseph Campbell, le grand mythologue américain, il y a des personnages qui deviennent à un moment donné plus grands que nature parce que ce qu'ils représentent, ce qu'ils sont, peut trouver un écho dans toutes les générations, à toutes les époques et parfois même dans toutes les sociétés. C'est le cas, par exemple, de Sherlock Holmes, qui est l'archétype du détective brillant, avec son associé, avec qui il entretient une relation d'amitié, de fidélité, de loyauté. Il y a des aventures, il y a des vilains qui sont aussi mythiques. D'Artagnan, c'est la même chose, c'est la gloire de l'amitié, de la collaboration, c'est la loyauté envers le roi, l'État. Chez les personnages québécois, il y avait une certaine subtilité parfois, une ambiguïté morale, qui faisait en sorte qu'ils n'ont pas pu acquérir cette valeur de mythe, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu la pérennité que parfois ils auraient, je ne sais pas nécessairement mérité, parce que on reconnaît aussi
la faille de l'édition, la faille de la qualité littéraire, mais quand même, c'était des personnages intéressants justement parce qu'ils n'étaient pas unidimensionnels. Mais effectivement, ce sont des personnages perdus de nos jours. Mais si vous regardez aussi le Chevalier de Mornac, dans le roman de Joseph Marmette du même nom, c'est tout à fait une imitation de D'Artagnan. C'est un Gascon paillard qui est belliqueux, qui aime la guerre et qui s'éprend d'une femme et qui a du panache, qui a un sens de la répartie, mais justement, il arrive trop tard, donc il arrive après D'Artagnan et donc il ne pourra jamais l'égaler à la vue des lecteurs. Mm-hmm. Vous dites justement que le lecteur représente un aspect fondamental de l'imaginaire d'un récit. Je trouve ça très intéressant, mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Il faut quitter notre vision moderne de ce que c'est la lecture. Nous sommes des lecteurs aguerris. On vient au monde, nos parents nous mettent un livre dans les mains, ils nous lisent des histoires, on apprend la lecture, on apprend ce qu'est la fiction aussi. Dès qu'on se met devant un écran de télévision, dès notre plus jeune âge, on comprend comment fonctionne la fiction, ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, comment est organisée une histoire. Une histoire change de scène, une histoire a des dialogues, les histoires font des retours dans le temps. Les histoires se promènent d'un personnage à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un siècle à l'autre parfois. Pour le lecteur du 19e siècle, la lecture, c'est un apprentissage parce que, rappelons-nous que aux origines, l'alphabétisation était limitée. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas lire. Quand les gens ont commencé à lire, c'est pas nécessairement avec de la fiction. C'était avec le catéchisme, avec la Bible, avec les petits journaux. Donc, quand la fiction est arrivée, il fallait comprendre comment lire un livre, comprendre qu'est-ce que c'est changer de scène, qu'est-ce que c'est faire un retour dans le temps, passer d'un personnage à l'autre, entrer dans l'imaginaire d'un personnage. Et pour y arriver, le lecteur avait besoin d'une relation avec l'auteur. Il fallait qu'il l'apprenne. Les gens de ma génération ont grandi avec les livres de Disney audio, avec la fée Clochette qui disait quand la fée Clochette sonnera, ce sera le temps de tourner la page. Mais c'est pareil au 19e siècle, c'est que l'auteur doit dire à son lecteur, voici maintenant, cher lecteur, le temps de quitter cet endroit et de nous transporter à un autre endroit pour découvrir ce que fait notre personnage. Alors, il y avait des interventions octoriales. L'auteur disait parfois, cher lecteur, tu te doutes que cette personne ne dit pas la vérité. Transportons-nous dans son esprit pour comprendre. Alors là, on entrait dans l'esprit du vilain qui disait, je projette de tuer cet individu parce que, Et on avait aussi des moments de retour dans le temps. Alors là, chers lecteurs, quittons cet endroit. Maintenant, replongeons-nous 20 ans auparavant pour comprendre comment le héros est arrivé à cette situation, comment le complot s'est créé. Alors, il y avait un apprentissage de la lecture. Et cette relation-là, qui était censée être une relation d'auteur à lecteur, est devenue aussi une relation de lecteur à auteur parce que le mode de publication le favorisait. Alors, quand le feuilleton est arrivé, donc quand on publiait un chapitre de roman par semaine dans un journal, le lecteur suivait l'intrigue semaine par semaine. Donc, parfois, l'auteur avait déjà écrit son roman et là, il était simplement partagé en sortie hebdomadaire. Mais parfois, l'auteur n'avait pas complété son roman. Et là, il se servait de la réponse du lectorat, de la critique littéraire qui était publiée parfois aussi dans le journal pour ajuster son intrigue. Alors là, si à un moment donné, un critique avait écrit ce feuilleton est très violent, je trouve ça abominable. Là, l'auteur corrigeait, alors faisait une réédition ou corrigeait par la suite en expurgeant les passages qui étaient jugés scandaleux. Alors, c'était cette relation mutuelle qui a fait en sorte aussi qu'à un moment donné, l'auteur s'est mis à se censurer et à aussi anticiper la réaction du lectorat. Et comme le lectorat était composé aussi en
grande partie de femmes. Quand on pense à des romans d'aventure, on pense à des livres de gars, mais c'était pas le cas au 19e siècle. Les femmes étaient de très bonnes lectrices de romans. Alors là, l'auteur créait une relation aussi fictive avec la lectrice. Et lui parlait, il disait, bon, chère lectrice, je m'excuse pour cette violence, mais elle est nécessaire pour comprendre le courage et l'héroïsme de nos premiers Canadiens français face aux ennemis anglais. Chère lectrice, vous n'êtes pas habituée à voir une femme sortir un fusil et défendre son foyer, mais sachez que vos ancêtres étaient de vraies héroïnes et vous qui jouez du piano aujourd'hui, vous n'en avez pas conscience. Donc, il y avait c'est ça, cette relation-là entre l'auteur et le lecteur qui fait en sorte que le lecteur participe à l'imaginaire de l'auteur. On tend à oublier que des pratiques comme ça pouvaient avoir lieu parce que c'est très loin de nous. Oui, c'est très intéressant. Et vous dites aussi que la plupart des romans québécois du 19e siècle étaient conservateurs. Pouvez-vous élaborer? Il est certain que les auteurs avaient des limites précises à respecter afin de pouvoir être publiés. Ils devaient respecter avant tout la morale catholique de l'époque, qui était effectivement pas de sexualité, une violence limitée, pas de représentation de la société qui aurait pu choquer les gens. Et c'est ce qui a fait qu'au début, le roman d'aventure était très mal reçu. On le jugeait violent, on le jugeait cruel, on le jugeait aussi à connotation sexuelle parce qu'il y avait des relations amoureuses. Parfois, il y avait un petit jupon qui se levait. Donc, mais tout ça était quand même très, très conservateur par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais pour les auteurs, effectivement, c'était considéré, les auteurs étaient souvent reçus de mauvaise façon par les prêtres. Après ça, quand la littérature française s'est développée et a été importés au Québec, donc les naturalistes français comme Zola, comme Maupassant, comme tous les autres auteurs français dits réalistes. Là, le roman d'aventure québécois est devenu beaucoup plus inoffensif aux yeux du clergé. Les petites amourettes de village devenaient tout à fait acceptables par rapport à la représentation sociale qu'il y avait en France de la prostitution, de l'adultère, etc. Donc, mais malgré tout, c'est ça, le roman québécois est assez conservateur dans le sens qu'il y a toujours une fin qui va dans le sens de l'idéologie catholique, donc le mariage, ou alors la victoire des Canadiens français, ou si les Canadiens français perdent, parce que ils ont perdu des guerres, ils ont été envahis par la Grande-Bretagne. Donc, il y a toujours une morale qui dit, bon, ben nous sommes vaincus, mais pas perdants, mais non vaincus. Donc, notre société survit, notre langue survit, notre religion survit. Donc, c'est important pour les auteurs de représenter des Canadiens français croyants, loyaux au gouvernement, à l'État, ce qui ne veut pas dire que c'était complètement soumis. Il y avait des éléments un peu subversifs. Il y avait, bon, un peu de criminalité, il y avait parfois de la contrebande, il y avait un héros qui était contrebandier dans un roman de Wenceslas, Eugène Dick. Il y avait un petit peu des petites allusions à l'inceste, à l'homosexualité, mais tout ça sous le couvert du discours. Donc, par exemple, dans Les fiancés de 1812 de Joseph Doutre, à un moment donné, l'héroïne se déguise en garçon pour pouvoir aller rejoindre son fiancé qui se bat de l'autre côté de la frontière américaine, mais elle est capturée par un brigand. Et là, le brigand, qui est homosexuel, pensant que c'est un garçon, essaye de l'agresser, mais là, elle pas l'abat, mais elle le tire dessus avec un pistolet, elle se sauve, et elle découvre par la suite que cet homme-là était son propre frère, qui avait fui la famille il y a des années, qui était devenu un brigand. Donc, il y a des petits éléments subversifs un peu, qui font en sorte que c'est ça, c'est un peu... on veut critiquer un peu la société, on veut surtout dénoncer les mariages arrangés. Donc, on veut
glorifier les mariages d'amour. On veut que les jeunes hommes et les jeunes femmes puissent se marier sans contrainte des parents, sans considération d'argent, sans contrainte du clergé non plus. Parfois, ça donne lieu à des éléments malheureux, des histoires de bigamie, des histoires de jeunes filles forcées de se marier avec un homme après avoir conclu un mariage secret avec un autre homme. Tout ça, mais toujours avec l'idée qu'il faut que l'amour triomphe. Et donc, c'est un peu conservateur de ce côté-là, parce qu'évidemment, ça finit toujours par un mariage et par la victoire et par le retour à la terre aussi très important dans ces romans-là, même s'il y a beaucoup d'aventures. On part à l'étranger, on va en Chine, on va au Mexique, on se bat avec toutes sortes d'ethnies, de civilisations, on fait de l'argent, on trouve des trésors, mais à la fin, on revient toujours au Québec pour s'installer sur une terre, finir ses vieux jours, et de ce fait, on participe à la création de la société québécoise qu'on connaît actuellement, mais avec un rêve d'argent, un rêve de gloire, tout en respectant cette idée-là qu'un peu comme Maria Chapdelaine, au Québec, on vit de la terre. C'est intéressant de penser que la littérature peut avoir vraiment influencé les valeurs d'un peuple et peut-être les avoir fait évoluer. Ça a sûrement contribué à une certaine idée de la liberté. On en a déjà un peu parlé au cours de la discussion jusqu'à maintenant, mais au risque de se répéter, quels sont les thèmes et les sources d'inspiration des auteurs de ces romans d'aventure? Les premiers auteurs baignent beaucoup dans la littérature européenne du début du 19e siècle. On a parlé d'Eugène Sue avec Les Mystères de Paris. Walter Scott, l'Écossais qui a écrit Ivanhoe, Rob Roy, a eu une influence majeure au Québec avec le mouvement romantique. Donc, c'est lui qui a introduit, si on veut, au Québec, l'idée du roman historique. Donc, un roman historique, c'est un roman dans lequel l'histoire joue un rôle important, mais où on veut donner une voix aux petites personnes, donc aux paysans, aux prêtres, aux militaires, aux femmes, aux enfants. Ces gens-là qui n'ont pas fait la grande histoire, mais qui ont fait la petite histoire. Et ça, c'est très important parce que, surtout dans l'œuvre de Joseph Marmette, Walter Scott a joué un rôle important. Donc, Joseph Marmette a créé des personnages, c'est ça, de petits soldats, de femmes, de la colonie, qui ont eu à affronter des Autochtones dans les guerres, qui ont eu à affronter le climat, les animaux sauvages. Et c'était une influence majeure, tout comme Alexandre Dumas avec les Mousquetaires, donc on l'a vu avec le Chevalier de Mornac, l'idée justement de se battre pour le roi. Alexandre Dumas, Walter Scott, Fenimore Cooper aussi. Fenimore Cooper qui a écrit Le Dernier des Mohicans, auteur américain bien connu, aussi fondateur, on peut le dire, du roman d'aventure au 19e siècle du côté américain. Fenimore Cooper a introduit aussi cette notion-là de lutte amérindienne, donc de lutte autochtone. Il a créé un mythe autochtone qui est pas positif aujourd'hui, loin de là, qui est le bon Amérindien versus le mauvais Amérindien. Souvent, le vilain Amérindien, c'est le Mohawk, et le bon Amérindien, c'est le Huron, c'est le Mohican. Et ça a créé un roman d'aventure québécois qu'on pourrait aussi qualifier un peu de raciste aujourd'hui, dans le sens où c'est un roman qui s'est pas intéressé du tout à la culture autochtone, aux mythes et légendes autochtones, mais qui s'est plus intéressé, je dirais, à la guerre, à la violence, à la cruauté, de façon tout à fait imaginaire. Mais il faut savoir aussi que ces jeunes auteurs québécois-là étaient des auteurs urbains, en grande majorité, qui avaient très peu de connaissances en ethnographie, des connaissances limitées en histoire. Ils lisaient des livres d'histoire comme ceux de Garneau, comme ceux de Casgrain, mais pas vraiment pour développer une véritable connaissance, pas plus que la population en général. Et ils étaient un peu enlisés dans ce mythe de l'Amérindien qui a besoin d'être secouru par les Blancs, qui a besoin d'être civilisé, qui a besoin d'être converti au catholicisme. Alors les bons autochtones, ceux qui aidaient les Blancs à réussir, c'était ceux qui étaient convertis au catholicisme versus les méchants Mohawks qui voulaient tuer des Blancs à tout prix.
Donc, une vision fausse de la réalité, une vision créée par la littérature étrangère qui a été adaptée au Québec, mais pas, pas critiquée, pas remise en question. C'est dommage parce que notre relation avec les Autochtones aurait pu donner lieu à des récits beaucoup plus intéressants, beaucoup plus riches et originaux, j'imagine. Mais oui, je crois qu'à l'époque, ils ont décidé de prendre cette direction-là, peut-être pour divertir ou être sensationnaliste. Pour divertir, absolument, pour être sensationnaliste, pour divertir aussi par ignorance, par souci de suivre des influences étrangères. Donc oui, malheureusement, il y a eu un rendez-vous manqué avec l'histoire. La littérature n'est pas la seule responsable dans ce cas-ci. C'est tout le discours ambiant, tout le discours politique, qu'on pense aux pensionnats autochtones, tout ce qui a été caché à la population ou ignoré, ou volontairement ignoré. Le roman d'aventure était le reflet de ça. C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier la littérature du passé pour mieux comprendre comment les discours se forment. Et comment la population, comment le jeune lecteur, parce qu'il faut ajouter aussi que ces livres-là étaient distribués dans les écoles. Donc, les jeunes lecteurs ont formé leur imaginaire. Moi, j'ai eu la chance de parler à des gens plus âgés pendant que je faisais mes travaux qui ont lu dans leur enfance ces livres-là à l'école. Donc, qui ont été imprégnés de cette culture-là qu'il a fallu à un moment donné modifier, changer pour qu'on arrive aujourd'hui à une meilleure prise de conscience. Mais c'est un élément, mais c'est aussi pas nécessairement toujours des éléments négatifs. Dans le roman d'aventure, il y a eu aussi beaucoup de revendications sociales pour les droits des travailleurs et les droits des gens qui vivaient dans les villes. Rappelons-nous qu'au Québec, il y avait le milieu urbain qui était en formation au 19e siècle. Donc, Montréal a pris énormément d'ampleur démographique. Les mesures urbaines n'ont pas suivi. Donc, souvent, il y avait, on sait qu'il y a eu le choléra dans les années 1830. Il y a eu des problèmes d'hygiène, des problèmes de promiscuité, pas autant que dans des grosses métropoles comme Londres ou Paris, mais malgré tout, il y avait des difficultés sociales à Montréal au 19e siècle, la criminalité un peu, la pauvreté, la violence domestique, et le roman d'aventure a dénoncé ça, ce qu'aucun autre roman n'a fait au Québec au 19e siècle. Les romans d'aventure dénonçaient, par exemple, les femmes battues, dénonçaient les abus sexuels, la prostitution, dénonçaient les conditions insalubres dans les appartements. Et ces romans-là ont revendiqué une certaine justice sociale. Bon, c'est une justice sociale catholique, là, qui misait sur le fait que, il faut convaincre les riches d'aider les pauvres. C'était pas du tout une revendication, il faut un État-providence, non, c'était plus pour faire pleurer dans les chaumières, puis inciter les gens à prendre conscience de leur avantage par rapport à ceux qui n'avaient rien dans la vie, ceux qui travaillaient dur et qui ne réussissaient pas, mais il n'y avait jamais de remise en question par rapport à la pauvreté pour dire « Oh mon Dieu, si seulement l'État nous aidait » ou si seulement... Non, c'était vraiment, oui, la pauvreté existe, mais c'est aux riches à aider les pauvres. Et c'est aux pauvres aussi à devenir des êtres de grande moralité, que la moralité allait mener à la prospérité. Donc, si on buvait pas, si on n'allait pas dans les tavernes, si on travaillait dur, la terre, on allait devenir prospère. C'était un double standard. D'un côté, on dénonçait les inégalités, mais de l'autre côté, on n'apportait pas vraiment de solutions concrètes pour y remédier. Vous dites dans votre livre, vous parlez de l'abbé Henri-Raymond Casgrain comme étant quelqu'un qui a joué un rôle important dans l'histoire de la littérature québécoise. Quel était ce rôle qu'il a joué? Figure tout à fait fascinante que Henri-Raymond Casgrain, dont je ne suis pas une spécialiste, je dois l'avouer, mais un être vraiment particulier qui est un pilier du mouvement littéraire du Québec. Ce n'est pas du tout cette espèce d'image qu'on fait du clergé qui est répressif, qui est contre la littérature, parce qu'il y en a eu de ces gens-là qui dénonçaient les romans. Casgrain, lui, était un grand passionné de littérature française, de littérature romantique, donc un grand lecteur, un grand voyageur,
quelqu'un qui malheureusement a eu des problèmes de vision une grande partie de sa vie, mais qui adorait lire et qui a été un agent vraiment important du mouvement littéraire, de par ses activités aussi, mais de par sa production. Donc, il a écrit des biographies, il a été fondateur de 2 revues, les Soirées canadiennes et le Foyer canadien. Ces revues-là étaient des revues littéraires qui publiaient des extraits de romans, des extraits de légendes. C'était un passionné de folklore canadien. Donc, ce qu'on connaît aujourd'hui du folklore canadien, par exemple, la chasse-galerie, la légende de Rose la Tulipe, qui a d'ailleurs été introduite par Philippe Aubert de Gaspé dans l'influence d'un livre. Donc, Rose la Tulipe, on connaît la légende de cette jeune fille qui, un soir du mercredi des Cendres, va dans un party de famille et danse sans le savoir avec le diable, qui est sur le point de l'emporter en enfer, mais elle est sauvée in extremis par un curé, le curé local. Donc, cette légende-là de Rose la Tulipe qu'on connaît par la chanson du groupe Mes Aïeux, c'est une légende québécoise qui a été écrite et rééditée au 19e siècle. Donc, on pense aussi, c'est ça, la chasse-galerie, à toutes ces légendes de loups-garous, d'aurore boréale, tout ce qui fait le plaisir des lecteurs d'aujourd'hui. Casgrain a été un promoteur de ce folklore québécois. Et c'est lui qui a réédité l'influence d'un livre sous un autre titre, Le chercheur de trésors, en faisant un petit peu de censure, parce qu'il n'aimait pas trop ça, la danse bien collée. Donc, il a fait un peu de censure pour rendre le livre acceptable. Casgrain était aussi un diffuseur. Il avait reçu du gouvernement québécois de l'époque la mission justement d'imprimer et de distribuer des livres dans les écoles. Donc, c'est un peu grâce à lui si des livres comme L'influence d'un livre se sont rendus jusqu'à nos jours et ont été réédités. C'est un professeur aussi à l'Université Laval. Donc, et c'est lui qui était le grand promoteur de la littérature historique. Lui, il voulait créer une littérature nationale, donc une littérature propre au Québec, qui se passe au Québec avec des personnages québécois, avec des événements de l'histoire québécoise. Donc, on peut dire qu'il est l'un des fondateurs de la littérature québécoise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en terminant, Madame Ducharme, quel serait 1 ou 2 titres de romans d'aventure que vous conseilleriez à nos auditeurs pour qu'ils goûtent à ce pan littéraire du Québec? Question intéressante. Si vous n'avez qu'un seul livre à lire, lisez L'influence d'un livre, petit livre assez court, palpitant, rempli d'action et de réflexion sur la misère du Canadien français moyen de 1837. Si vous voulez en lire plus qu'un, moi je conseille fortement Une de perdue, 2 de trouvée, qui se trouve justement dans l'édition Les meilleurs romans québécois du 19e siècle, le volume 1. Donc un roman plus long, mais tout aussi palpitant, qui parle des rébellions de 1837, qui parle de la Louisiane avec un sinistre complot pour voler un héritage. Il y a des propos intéressants sur l'esclavage. C'est probablement les livres les plus faciles à lire. Et après ça, si vous aimez beaucoup les meilleurs romans québécois du 19e siècle, vous aimerez lire aussi L'intendant Bigot de Joseph Marmette, un autre roman captivant où on montre l'intendant Bigot comme un fraudeur, un voleur de la colonie qui a vendu littéralement la colonie aux Anglais pour pouvoir s'enrichir et qui finit, imaginez-vous, dévoré par un requin en essayant de se sauver en France avec tout son or qu'il a cousu dans ses vêtements. Donc, quelque chose de vraiment palpitant, intéressant. Toujours, il faut se garder quand même un certain regard, là, se dire « Ah oui, mais ça c'est raciste, mais ça c'est sexiste, quelle façon de représenter les femmes. » Mais les femmes avaient quand même fière allure dans les romans d'aventure québécois. Là. C'était des guerrières, parfois des demoiselles en détresse, mais aussi beaucoup des guerrières qui pouvaient ramer, soigner des soldats, tirer au fusil. Donc, oui, ce sont mes suggestions pour s'initier au roman d'aventure québécois. Je crois bien que ça va piquer la curiosité de certains et pour moi, c'est sûr que je vais essayer d'en trouver un de ces titres que vous venez de proposer. Donc, je vous remercie beaucoup, Madame Ducharme, pour votre belle contribution au parloir aujourd'hui. Merci à vous, Madame Dufour.